À la une ce soir, la qualité de notre air est très mauvaise. Depuis 2 jours, les cabinets des allergologues sont bondés. Une procédure d'alerte a été activée par la préfecture. Notre invité, le directeur de Madininer, nous expliquera ce phénomène de pollution. Le conflit social s'enlise à la mairie de Schellcher. Les grévistes sont mobilisés depuis une semaine. Aucun dialogue n'a été entamé entre le maire et les grévistes. Les parents d'élèves crient leur ras-le-bol. Les vidéos avec des scènes de violence dans les écoles se multiplient. Le harcèlement des victimes est pris très au sérieux par le rectorat et les chefs d'établissement. Les forces de l'ordre seront associées aux actions menées. Et puis la pièce de théâtre au Vando, où le magicien de Saint-Domingue, écrite par Georges Mauvois, a été présentée aux scolaires ce matin en présence de l'auteur. L'histoire de la conquête de Saint-Domingue par les Espagnols sera à nouveau sur scène pour le grand public ce samedi 20h au Tropic Atrium. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà 8 jours que les agents municipaux de Schellcher sont en grève. Les écoles sont fermées depuis le début de la mobilisation et les parents d'élèves s'impatientent. La mairie, quant à elle, est fermée depuis 2 jours et Schellcher a depuis des allures de ville morte. Voyez ce reportage de Guy Raphaël Rony. Cela fait aujourd'hui une semaine que la grève a démarré et qu'aucune issue ne semble pointer à l'horizon. Le maire que les grévistes souhaitaient rencontrer et personne d'autre est pourtant de retour depuis mardi et rien n'avance dans le dialogue. Hier, figurez-vous qu'entre 14h et 16h, il a réuni tous les parents d'élèves des écoles à l'aide de ses directrices et il les a incités à aujourd'hui à casser, à retirer les scellés que nous avons mis et nous redisons: les enfants sont en danger dans les écoles. Donc il prendra ses responsabilités en cas de problème et aussi les parents. Ça fait depuis 2015 que je vous dis que nous sommes en négociation et que le dialogue social a été rompu. Comme il ne comprend pas et qu'il nie ce qui est en train de se passer, donc voilà, la grève continue. Il y a quelques jours, le syndicat proposait une médiation externe pour régler le conflit. Elle aurait été déclinée par l'équipe municipale qui dit ne pas comprendre les raisons de cette mobilisation. J'ai quelques difficultés à comprendre les raisons. Pourquoi? Parce que d'une part, je n'ai pas reçu de plateforme de revendication. D'autre part, nous sommes en train de dérouler une plateforme de revendication qui avait abouti à un protocole d'accord au mois d'avril de cette année. On ne va pas s'amuser à faire des protocoles d'accord et des plateformes de revendication tous les 2 mois. Si après votre interview, je reçois un coup de fil me disant on reprend le dialogue, je le prends. Si c'est à minuit, je le ferai à minuit. Ça ne me gêne pas. Il m'importe de sortir les Schellcheroises et les Schellcherois de la situation bloquée de laquelle nous sommes. Cette crise ne peut pas durer plus longtemps, elle a assez duré. Depuis une semaine, tous les services municipaux sont bloqués et la mairie depuis 2 jours. Les 8 écoles de la commune fermées ainsi que les crèches. Du côté des parents d'élèves, la tension commence à monter. Un collectif s'est d'ores et déjà constitué pour contester la grève. Il se dit prêt à en découdre avec les grévistes. Elle circule de plus en plus sur les smartphones. Les vidéos de scènes violentes entre jeunes se multiplient. Le harcèlement scolaire est un phénomène pris très au sérieux par le rectorat et les chefs d'établissement. Désormais, les forces de l'ordre seront associées à toutes les actions menées à l'encontre des agresseurs. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. La scène se déroule aux abords d'un établissement scolaire de Fort-de-France. 2 lycéennes viennent de se faire agresser. La mère de l'une des 2 adolescentes intervient. Face à ce déchaînement de violence, le parent a décidé de porter plainte. À la sortie du poste de police, une bande de jeunes, vraisemblablement du lycée, vient intimider les victimes et leur entourage. Une situation vite maîtrisée par les forces de l'ordre. Le harcèlement scolaire, un fléau en pleine recrudescence. Les élèves martiniquais en sont bien conscients, d'autant que de plus en plus de vidéos sont diffusées. J'en vois sur les réseaux sociaux de filles qui se battent, de garçons qui se battent. On est tous des adolescents et en soi, ça ne se fait pas de discriminer quelqu'un d'autre par rapport à, par exemple, sa religion ou son handicap ou quelque chose. Moi, je trouve que ça ne se fait vraiment pas et c'est vrai qu'il faudrait que ça s'arrête parce que après, beaucoup de jeunes se suicident. Ceux qui filment, je dis que ce sont des gens stupides. Derrière un écran, ils filment juste pour le plaisir et puis quand ils ont partagé, ils sont contents, leur vie réussit. Alors qu'ils ne sont pas dans l'intérêt de groupe et qu'ils ne vont pas défendre. Ça veut dire que c'est juste là et puis en fait c'est pour le buzz et que ça encore justifie et puis ça donne plus l'image d'un héros, de la personne qui agresse.
Dans ce lycée du Lamentin, bien que les cas de harcèlement scolaire soient rares, le dernier remonte tout de même à l'an dernier. Un élève nous a appris qu'il était harcelé par d'autres élèves. Donc nous avons rapidement dirigé cet élève vers les services, vers l'infirmière qui l'a orienté ensuite vers l'assistante sociale. Et ensuite, un signalement a été fait au niveau du rectorat. Il y a toute une batterie de sanctions qui est prévue, mais ça peut aller jusqu'à l'exclusion de l'établissement. Depuis la diffusion massive de vidéos qui relatent des faits de violence en milieu scolaire, le rectorat a pris le dossier à bras-le-corps. L'ensemble des chefs d'établissement sera amené dans les mois à venir à se pencher sur la problématique. Madame la rectrice a bien compris que ce phénomène-là allait impacter le vivre ensemble dans les établissements scolaires, et dans les mois qui viennent, nous aurons un certain nombre de séminaires et de formations permettant de mettre en place des procédures pointues, nous permettant de mieux accompagner les jeunes qui sont dans ces difficultés et de mieux accompagner aussi les adultes, parce qu'on voit bien dans ces vidéos que même des adultes sont attaqués par des jeunes. Un premier séminaire devrait avoir lieu le 13 novembre prochain. En attendant, les équipes éducatives vont redoubler de vigilance sur la question du harcèlement scolaire. Nous sommes en plein mois d'octobre, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et c'est dans ce cadre que les élèves de 3e du collège Roger Castandet de Corridon ont visité l'hôpital Clarac ce matin. Ils ont pu découvrir l'univers de la cancérologie et rencontrer les professionnels des différents services. Voyez les réactions recueillies par Guy-Raphaël René. J'ai trouvé cette visite très bien. On nous a appris beaucoup de choses, comme qu'est-ce que c'est que le cancer. Je trouve ça très intéressant, en fait, ça nous apprend beaucoup de choses, des choses qu'on ne savait pas forcément. Particulièrement comment soigner le cancer du sein, il y avait plusieurs méthodes, tout ça. Et c'était intéressant de savoir comment soigner ça, en fait. Je suis assez touchée parce que c'est quand même une maladie lourde à porter, en fait. Nous avons de près ou de loin des élèves qui sont touchés ou qui doivent être sensibilisés à ces questions de santé. D'autre part, ça s'inscrit dans le parcours éducatif à la santé qui est aujourd'hui un des parcours présents au collège. Et puis le travail avec le GIP et peut-être la future structure de recherche, ce partenariat que nous essayons de mettre en place nous permet de donner de l'ambition à nos élèves. C'est l'ambition scolaire qui nous préoccupe. On peut voir que tous les métiers qui sont liés à la cancérologie aujourd'hui sont nombreux. Permettre à des élèves de se dire je peux faire des études dans le domaine des sciences de la santé et du social pour travailler ensuite en équipe autour de tel ou tel problème de société, c'est important pour nous. Des yeux qui piquent, la gorge qui gratte, une respiration saccadée, la brume de sable qui surplombe notre île est très dense et difficilement supportable pour bon nombre d'entre nous. Vous savez, c'est l'association Madininaire qui a la charge de mesurer la pollution de l'air en Martinique. Et pour mieux comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes, nous recevons ce soir le directeur de Madininaire, Stéphane Gandard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a l'impression que les épisodes de pollution sont de plus en plus nombreux, de plus en plus intenses. Est-ce qu'on a raison? Est-ce que c'est de pire en pire? Alors, on a à la fois tort et raison, dans le sens où 2017, finalement, jusqu'à il y a quelques jours, n'était pas une année historiquement particulière, puisque se situait totalement dans la moyenne de ce qu'on a mesuré dans les 20 dernières années, puisque maintenant Madininaire effectivement possède presque 20 années de mesures. Donc finalement, on a déjà connu des années auparavant avec des maximums plus élevés, avec un nombre de dépassements plus élevé. Là par contre, où on vient de dépasser un certain nombre de maximums historiques, depuis 2 jours, effectivement, on se retrouve avec une concentration dans l'air qui dépasse finalement des maximums qui avaient été relevés pour historiquement le 15 mai 2007, c'était vraiment notre maximum, et 10 ans plus tard, effectivement, nous nous retrouvons avec des maximums qui flirtent avec le maximum historique finalement jamais mesuré en Martinique. Alors, comme à chaque épisode de pollution, les cabinets des allergologues ne désemplissent pas et certains chefs de chantier adaptent leurs travaux pour respecter les consignes d'alerte. Je vous propose, avant de poursuivre, de regarder ce reportage d'Anaïs Gall. L'horizon a presque disparu, dissimulé par cet épais rideau laiteux. Depuis hier, l'indice de pollution de l'air est à son maximum. Antoine en sait quelque chose. Mes yeux me brûlent, et la gorge, ça me gratte aussi.
Et le nez aussi. D'autres plus chanceux ne remarquent presque aucune différence. J'ai même pas ressenti le fait qu'il y avait une brume de quoi que ce soit, donc je m'en suis absolument pas rendu compte. Ça m'empêche pas de fumer, donc c'est que tout va bien. Moi, c'est plus au niveau esthétique. Avant, on avait un beau ciel bleu, puis maintenant, on voit un ciel tout gris qu'on ne comprend pas. Voilà, mais à part ça, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, au niveau respiratoire, ça va. Pourtant, l'épisode est d'une intensité exceptionnelle et affecte toutes les petites Antilles. Pour Anthony et son fils, hors de question de rester enfermés pour autant. Le tout est d'agir avec prudence. Vu la boule de sang, je ne le mène pas tous les jours. Bon, sinon, pour l'instant, ça va. Enfin, on reste pas longtemps, à peine une heure de temps. Je ne pense pas que ça peut faire un effet considérable sur lui, quoi. Et pour ceux qui débarquent à peine, les vacances démarrent avec inquiétude. Je suis assez étonnée que ce soit si brumeux, parce que nous, on est venu chercher le soleil et surtout le ciel bleu. Ouais, ça pose question sur l'environnement. Sur les chantiers, les ouvriers sont particulièrement exposés. Certaines précautions sont prises pour éviter un surcroît de poussière. Si par exemple on fait quelque chose où il y a beaucoup de poussière, on fait des jets d'eau. Ça évite de la poussière de s'éparpiller. Comme nous sommes en période de pluie, il n'y a pas trop de poussière. Mais pendant la chaleur, on a des masques de protection. Les symptômes sont principalement au niveau des narines ou bien l'arrière-gorge. Est-ce que vous vous sentez oppressé? J'ai plus une gêne dans l'arrière-gorge, le nez qui coule et l'oppression, un peu de mal quand je prends une grande inspiration. Vous vous sentez oppressé, d'accord. Gorge prise, difficultés respiratoires, yeux irrités, des symptômes qui ne trompent pas. À chaque pic de pollution, les consultations se multiplient chez cet allergologue, un phénomène de plus en plus fréquent qu'il juge dangereux. Les conséquences à long terme, c'est pour les personnes fragiles déjà, c'est pour les personnes cardiaques, pour les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, pour les asthmatiques. Donc les conséquences à long terme, c'est un déséquilibre de leur pathologie avec un risque accru d'avoir des complications. Complications cardiovasculaires, infarctus, complications respiratoires, aggravation des troubles respiratoires chroniques, aggravation de l'asthme. L'asthme peut être mortel, donc ça c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Hier, la préfecture a publié un arrêté dans lequel elle rappelle la conduite à tenir, des recommandations appuyées par les professionnels de santé. Les recommandations vont d'abord au milieu scolaire. Donc je lance un appel aux éducateurs physiques pour qu'ils puissent comprendre que dans cette période-là, il faut éviter de solliciter trop d'efforts de la part des enfants et des jeunes. Donc les activités physiques en milieu scolaire devront être restreintes. Et puis pour les personnes fragiles, d'éviter de sortir s'il n'est pas nécessaire et puis d'éviter de faire des activités physiques, le jogging, la marche, de faire des raids dans cette période parce que ça peut mettre en difficulté aussi bien des personnes fragiles que des personnes qui ont le sentiment qu'ils ont pleinement la jouissance de leur capacité physique. Demain, Madininer annonce une légère amélioration de la qualité de l'air. L'indice devrait être fixé à 9, soit air mauvais. Alors, on vient de le dire, il y aura une légère amélioration, 9 au lieu de 10. On ne sait pas si on peut être content. Alors, de quoi sont composées ces brumes qui nous surplombent aussi régulièrement ? Ah, effectivement, c'est la question qui revient depuis un certain nombre d'années parce que c'est vrai que la réglementation française nous oblige à mesurer les particules inférieures à 10 microns, donc simplement de donner des mesures de concentration qui sont liées à des seuils réglementaires. Néanmoins, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de passer la vitesse supérieure et enfin, j'allais dire, on nous a entendu, puis ça fait longtemps que Madininer plaide pour une étude beaucoup plus importante sur les particules et notamment sur la composition chimique de ces particules. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions là-dessus sur les réseaux sociaux, etc. C'est la principale question qui revient, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces particules. Alors si on sait évidemment que la majeure partie des particules qui traversent l'Atlantique sont des particules désertiques composées de silice, néanmoins il est nécessaire d'en savoir plus et pour cela en fait dès le début du mois d'octobre un grand nombre de matériels ont été disposés sur la Martinique par Madininer à 6 ou 7 endroits de la Martinique de façon pendant un an à mesurer vraiment de manière continue de prélever ces poussières, d'aller les faire analyser et de pouvoir avoir un spectre complètement complet de tout ce qu'on va pouvoir mesurer. Mais pour l'instant, on ne sait pas, on est sûr de rien. Pour l'instant, il y a très peu d'études qui ont été menées en fait et en Martinique et sur la Caraïbe. Ce qui est certain, c'est que bon, il y a quelques petites bribes d'études par-ci par-là, notamment à Barbade, qui sont venues dans un contexte un peu particulier, qui montrent évidemment qu'il y a une partie très importante de fractions siliceuses. Après, nous, ce qui nous intéresse parallèlement à ça, c'est de voir également la partie carbonée sur ces
ces différentes particules, savoir un petit peu s'il n'y a que de la particule désertique ou s'il y a quelque chose accroché, savoir s'il y a des métaux lourds qui sont accrochés à ces particules, sachant qu'il y a pas mal de bruit qui court toujours, qui pourrait venir du continent africain. Et du coup, vraiment, on va avoir un spectre complètement global, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher les composés, on va vraiment faire sortir tout ce qu'il y a comme composés dans ces différents épisodes. Donc, au fur et à mesure de l'année, on va avoir ces différents prélèvements chaque semaine qui vont nous permettre, après analyse, de pouvoir avoir une vraie connaissance très importante sur la composition des particules. Ce qui va pouvoir aider d'ailleurs tous ces médecins, allergologues, etc. pour savoir un petit peu comment adapter la suite et les comportements à avoir, ne serait-ce que par rapport à la toxicité de ces particules qui sera plus ou moins aiguë en fonction de ce qu'on va trouver dedans. Alors, vu qu'on parle de sable qui vient justement du continent africain, est-ce que les maladies peuvent venir également à travers cette brume de sable? Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas qu'on puisse raisonner comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas ça qu'on va chercher, hein, des virus, des choses comme ça. On va vraiment chercher une composition chimique. Vraisemblablement, là, je pense que c'est aller un peu loin que d'imaginer que des maladies peuvent comme ça se déplacer. Je pense que je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir dire ça. A priori, pour moi, c'est un peu complexe. Néanmoins, par rapport à certains éléments chimiques qu'on pourrait retrouver dans les particules, ça pourrait, pourquoi pas, faire un certain pendant en termes sanitaires. Ce qui est important quand même de montrer, c'est qu'il y a déjà eu une étude quand même épidémiologique qui a été menée par la cellule d'épidémiologie en Martinique en 2012, qui a essayé de pouvoir faire un parallèle justement entre la composition, enfin en tout cas la quantité de ces particules désertiques et les risques, j'allais dire, sanitaires. Et effectivement, ce qui a été démontré de manière très claire, c'est qu'il y avait un risque potentiel plus important, de taux de mortalité plus important lorsqu'on est en pic de pollution. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est peut-être la quantité de population, et c'est pour ça qu'on appelle de manière assez importante, avec l'ARS notamment, à une étude plus complète qui permettrait de prendre en compte une population plus importante, et notamment, j'allais dire, cumuler la population Guadeloupe et Martinique pour pouvoir avoir un lot statistique, j'allais dire, plus important, de manière à pouvoir avoir un vrai parallèle avec le côté santé et le côté particules. Et quand aurons-nous les résultats de ces études? Alors, vraisemblablement, on continue, puisque l'étude a commencé début du mois d'octobre, et j'espère pouvoir trimestriellement sortir des choses de façon à avoir, j'allais dire, de meilleures informations à donner au fur et à mesure du temps, parce que c'est ce qui est vraiment très très attendu aujourd'hui. Alors, dernière question, certains évoquent la nécessité de réduire la circulation les jours de pollution. Est-ce que vous pensez que ça peut servir à quelque chose pour diminuer la pollution? Alors, il faut savoir qu'il y a un arrêté préfectoral qui a été pris en août qui permet au préfet de prendre tout un tas de dispositions, j'allais dire, à son choix et au choix d'un comité qui est réuni lors des jours d'alerte pour pouvoir justement permettre de baisser potentiellement les concentrations qui sont actuellement dans l'air lorsqu'on est en pic. Cette solution-là de circulation alternée fait partie des mesures qui sont possibles à prendre. De mon point de vue personnel, d'expert Madininer, on va dire, même si ça ne m'appartient pas, encore une fois, c'est le préfet qui décide. Ce qui est certain, c'est que sur des jours avec une concentration plutôt moyenne, où on dépasse le seuil d'assez peu, peut-être que ce genre de mesures, peut-être pas circulation alternée, mais en tout cas adaptation, utilisation des transports modaux, etc., du report modal, permettrait de pouvoir redescendre en dessous du seuil et de pouvoir finalement sortir de l'impact sanitaire. Par contre, sur un jour comme aujourd'hui, où concrètement on est sur un maximum historique très très important, si on arrêtait la circulation automobile, ça aiderait, mais on ne redescendrait pas au-dessus du seuil, ça c'est quasiment une certitude. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Direction la Guadeloupe maintenant, où une sortie en canoë-kayak entre amis a viré au drame hier. Partis faire un tour à 3 dans la baie de Goyave, leur embarcation a chaviré. Si 2 des jeunes gens ont réussi à rejoindre le rivage, le 3e, âgé de 18 ans, n'a pas refait surface. Depuis, il est porté disparu. C'est un reportage de Jacques Canval, Patrick Curie et Moïse Dexter. Hier après-midi, 3 jeunes hommes, partis nager dans la baie de Goyave, voyaient leur frêle embarcation renversée par la houle résiduelle qui agite la côte est de la Basse-Terre. 2 des naufragés réussissaient à regagner la terre ferme, tandis que le 3e disparaissait dans le tumulte des flots. Il s'est perdu entre l'île des Fortunes et le port de pêche. La grande difficulté, c'est que la mer est agitée, comme vous avez vu, il y a du courant, l'eau est sale. Nous avons mis le maximum de moyens terrestres, aérien avec l'hélicoptère de la sécurité civile, de façon également les plongeurs, de façon à établir un périmètre suffisamment large
pour essayer de le retrouver assez rapidement. Donc nous avons commencé les recherches hier soir sous les coups de 20h. Nous avons arrêté les recherches vers 1h du matin. Nous avons repris les recherches ce matin. Moyens aériens et maritimes n'ont pas donné de résultats tangibles, ce qui inquiète le frère du disparu. Hier, comme on était sorti, ils n'ont pas là, c'est les non-venus. Et puis les non-venus n'ont pas trouvé frère en moi. Et puis c'est après un bon petit moment. Nous disons comme ça que ils étaient à 3. Et puis les mavines noyés. Et puis l'autre comme ils ont nagé. Et puis ils ont sorti dans la mer là. Et puis ils ont fait au grand monde connaître ça. Et puis ils ont appelé l'ambulance. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé quoi là. Ce naufrage ressemble à un autre qui avait marqué la commune de Capesterre-Belle-Eau, laisse une mère de famille complètement ravagée par l'angoisse. Il a l'habitude d'être en cab. D'être cab, il a un cab. Et il va. Mais pour aller dans la mer, je ne sais pas comme ça. Je ne pas dire pas faire, mais moi, je ne sais pas connaître il connaît faire. Parce que moi, il paie la mer. Il t'a dit que je vais aller dans la mer, moi, je ne vais pas passer parce que moi, je paie la mer. Mais c'est chercher l'hélicoptère, tout le temps, il chercher, mais en même temps, j'aime tout, beaucoup de tout. Un petit peu bien gentil, bon, c'est un petit fête, c'est un anniversaire, il parle. Il invite les calés, mais pour moi, c'est un petit monde bien gentil. Il peut respecter et tout le monde. Je ne pas dormi, mais c'est tout le monde dans la zone qui a un problème. Il n'y a pas de monde qui joue, tout le monde s'est attiré. S'il est qu'on nage, il a dit qu'il a échoué de l'autre côté. Mais il va qu'on nage. C'est ma boule, moi. Pompiers, gendarmes et services de secours en mer continuent d'explorer la mer, mais plus les heures passent, plus les chances de retrouver ce jeune homme qui ne savait, paraît-il, pas nager se font minces. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la première manche du tournoi de pêche international qui a mis l'estomac des compétiteurs à rude épreuve. La mer était particulièrement agitée hier. Et puis dans notre JT des communes, nous rendrons visite aux riverains de Bellefontaine qui sont régulièrement confrontés aux coupures d'eau, notamment au quartier Verrier. Je vous le disais, le tournoi international de pêche en a secoué plus d'un hier. Au lieu des 2,30 m de creux habituels, ce sont de véritables murs d'eau qui se sont dressés face aux 14 embarcations de la compétition. Une épreuve difficile qui a permis de ramener de bien maigres butins. Reportage de José Le Chertier. En 2012, Chloé recherche de nouvelles sensations fortes. Amoureuse de la mer, elle est invitée à découvrir la pêche sportive. Un sport pratiqué à 90% par des hommes. Figurez-vous que c'est une fille, une amie qui m'a proposé, comme elle savait que j'aimais la mer, la navigation, qui m'a proposé de la suivre au tournoi de Barbade. Et c'est comme ça que j'ai découvert la pêche. J'ai trouvé ça génial. Chloé a 32 ans et compte quelques prises à son actif. 3 participations au tournoi de pêche en Guadeloupe, 2 fois à Sainte-Lucie et 2 fois à la Martinique. À cette 27e édition du tournoi international de pêche sportive, elle se console pour le moment avec son maigre butin, un tasard. Mais la jeune femme ne semble pas inquiète. Ça arrive souvent en pêche, on n'a pas toujours du poisson. Et heureusement, il y a 3 jours pendant les tournois, donc on espère se rattraper vendredi. Le poisson est très capricieux et pour le capturer, il faut certaines conditions. Les prévisions météo prévoyaient des vents d'est à sud-est soufflant de 15 à 40 km/h avec des rafales à 70. Avec une houle d'est et des creux moyens de 2,50 m. Et au lieu de ça... Ça a été l'enfer, on dira comme ça. Parce que la météo avait prévu de 2,50, 2,80. Bon, on s'est dit qu'on fait une option, on essaie de remonter à l'est. C'était impossible aujourd'hui. Impossible. Exceptionnellement, on a vécu vraiment des moments difficiles. Et c'est la première fois dans un tournoi qu'on rencontre une telle mer. Très difficile, très difficile. Il y avait beaucoup de méandres. Ils avaient prévu 2-3 mètres de creux, mais à mon avis, il y avait des vagues de 4-5 mètres. Très difficile pour pêcher, pas beaucoup de poissons en plus. Sweetpeace est la seule embarcation qui a pu tirer son épingle du jeu avec à son bord Logan Humphrey, un jeune barbadien. Le seul junior de la compétition, il ramène un thon d'une quarantaine de kilos. Je me suis battu avec le thon. J'ai pu mener le combat sur une chaise adaptée. Le poisson a exercé une forte pression sur la canne parce qu'il était très lourd. Au final, il pèse 83 livres. Soit 40 kilos. Pour l'heure, 2 embarcations partagent le fauteuil de leader avec 900 points, Exodus de Sainte-Lucie et Toufou de Martinique. Au classement pêcheur,
Francis Curban de Saint-Lucie et Max Moget de Martinique sont ex-aequo à 800 points. Sandrine Moget de Martinique, 200 points. Demain aura lieu la dernière journée. À l'issue, nous connaîtrons le vainqueur de cette 27e édition du tournoi international de Martinique. On reste en mer. Faire le tour de Martinique à la nage, c'est le défi que s'est lancé un nageur de Longvilliers Club du Lamentin. Il partira demain de Fort-de-France à destination des Anses d'Arlé, mais a fait sa première escale sur notre plateau ce soir. Gilles Rondy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous faites partie du même club que celui du jeune Christophe qui a fait la traversée en mi-temps Fort-de-France en soutien à sa maman. Alors, vous avez donc décidé d'être de vrais acteurs de ce mois d'Octobre Rose. Expliquez-nous comment vous vous êtes préparé déjà. La préparation, ça fait un petit moment qu'on a lancé le projet avec Robert Marajo. Et donc, dans ma préparation, j'ai fait plusieurs traversées. J'avais fait déjà la traversée du sud entre Anses d'Arlay et Sainte-Anne. J'avais fait une traversée entre le Robert et Sainte-Marie. Et puis, j'avais fait la traversée entre Sainte-Lucie et Sainte-Anne au mois de mai. Voilà, donc plusieurs grosses traversées. Et puis après, des entraînements, 3-4 entraînements par semaine pour se préparer à ce défi. Alors, 10 villes étapes dans votre tour. Certaines zones sont plus dangereuses que d'autres. Je pense notamment à la côte atlantique qui est plutôt redoutée déjà par les yoleurs, donc j'imagine par vous. Alors, comment appréhendez-vous ces étapes ? Certaines étapes, je les connais parce que je les ai faites. Tout le sud vers le Diamant, je sais que ça va être difficile. Les courants seront contraires, mais je sais que ça va passer. La Caravelle, c'est pareil, j'ai déjà fait. Je pense que ça devrait être bon. Ce qui m'inquiète surtout, c'est l'étape vers le Vauclin. Passer la table du Diable, remonter sur le Vauclin depuis les Salines, ça va être compliqué. Et puis, j'ai aucune idée des conditions de mer que je vais trouver vers le Marigot, vers Grand-Rivière. Donc effectivement, une petite appréhension. Après, je suis plutôt habitué à nager dans des conditions assez difficiles. Donc je me suis préparé pour ça et je reste confiant pour ce tour. Alors comment ça va s'organiser au niveau de la sécurité? Vous aurez un bateau qui va vous suivre tout au long, c'est ça? C'est ça, donc j'aurai en permanence un catamaran et un Zodiac qui seront à proximité de moi. Et puis en fonction des étapes, là où on va passer par exemple vers le Vauclin, dans des endroits où il peut y avoir très peu de fond, on va aussi avoir un jet ski qui pourra venir me suivre au plus près au moment des zones un peu dangereuses pour les bateaux. Et ceux qui veulent vous encourager, ils sont les bienvenus tous les jours, donc les départs c'est à 7 h du matin. Les étapes vont durer entre 4 et 7 heures, 8 heures peut-être maximum. Et donc les personnes sont bienvenues soit aux arrivées au départ, mais aussi sur l'eau. Il y a bien sûr bienvenue pour venir participer. En respectant les consignes de sécurité, exactement, bien il y a évidemment. le bateau qui assurera la sécurité, mais les personnes même qui veulent venir nager un petit bout avec moi, s'ils assurent leur sécurité et qu'ils respectent les consignes, ils sont les bienvenus. Et demain, vous arrivez à Fort-de-France, aux Anses d'Arlay, pardon. Samedi, c'est Sainte-Luce. Déjà, on a les 2 premiers jours. C'est ça. Et dimanche, Sainte-Anne. J'arriverai à la plage après les Salines, la plage de Grande-Terre, juste en face de l'île Cabri. Avec des arrivées prévues aux alentours de 13 h à chaque fois. Donc, un peu plus tôt, sans doute, pour les premières étapes. Elles sont assez courtes, les 3 premières étapes. Donc, ça va plutôt être aux alentours de 11 h midi. Voilà, et puis sur chaque arrivée, donc il y a des animations qui sont faites par le club, par le Longvilliers Club. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vu que c'est une action caritative, il y aura quand même des animations sur la plage pour récolter des fonds, c'est ça? Exactement, donc avec nos partenaires. Donc il y a la Ligue contre le cancer qui sera là, il y aura un village santé où il y aura différents exposants. Des fois, ça sera l'établissement français du sang, des fois, ça sera les personnes qui luttent contre le diabète. Et puis il y a aussi partenaire EDF qui nous suit, qui va faire une caravane tout au long et qui va inciter les Martiniquais à faire des économies d'énergie. Et puis, on va aussi trouver des animations sportives, de l'aïeul, du gommier, de la zumba, et puis des courses de natation sur certaines étapes. Voilà, donc ça sera l'occasion de faire la fête. Il y aura aussi de la musique, du bélé ou de la musique traditionnelle qui seront présentes sur cette étape pour mettre l'ambiance. Donc, vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir participer à cette grande fête. Très bien, merci à vous. Merci. Et puis bon courage pour demain. Merci beaucoup. Allez, c'est le moment de jeter un coup d'œil sur vos quartiers. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Bellefontaine où les habitants du quartier Verrier expriment leur ras-le-bol. Ils subissent régulièrement des coupures d'eau à cause d'un réseau défectueux. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. Depuis 2 semaines, robinet n'a pas coulé de l'eau dans le quartier Verrier, Bellefontaine, la Jeannot, tous ces côtés-là. Alors il paraît que dès qu'il y a un mauvais temps ici, c'est la rupture d'eau et après c'est le système D qui doit se mettre en place. Il faut trouver les bidons et puis pour certains mouns, ça allait baigner au bout là, surtout les hommes. Mais pour les dames, c'est plus compliqué. L'eau se fait rare à Verrier. Certains habitants de ce quartier avouent être restés privés d'eau courante depuis 2 semaines. En madame qui a fait moins soin, qui a pris attention moins, l'escoba moins.
Et puis, sans me demander, puis porter bidon de tabac, il va m'en bidon de l'eau, et puis moi, je fais mon cadeau bidon. D'accord, mais qui m'ont les autres cafés, les autres paniers de l'eau, pour baigner, pour faire manger, tout ça? C'est belle fontaine, nous allons prendre de l'eau. D'autres avancent que cette situation dure depuis le passage d'Irma. Je vais aller essayer de prendre de l'eau là. Là, c'est où? Près de l'entrée là. Heureusement, la mairie a fait installer une citerne à Verrier. Voilà qui soulage un peu cette population qui souffre du manque d'eau depuis longtemps. Généralement, quand il y a des interruptions de ce type, on a des citernes qu'on met à disposition donc, sur le quartier, de façon à pouvoir avoir l'eau d'usage régulier tous les jours pour les besoins domestiques. Et puis, l'idée pour nous, c'est d'arriver aujourd'hui à engager des travaux. Alors, la ville est prête, hein, on l'a déjà signalé de toute façon aux différentes autorités qui gèrent ce dossier-là, pour consolider le captage. En cause, une captation vieillissante sur les hauteurs des pitons. Dès qu'il y a de fortes pluies, la structure se retrouve encombrée par les végétaux et c'est la galère. C'est une vieille source de captage qui avait été érigée par les Bellefontains eux-mêmes dans le temps et qui aujourd'hui est soumise malheureusement à des aléas sur les versants des pitons assez récurrents, donc très récurrents, et donc ça nécessite aujourd'hui des interventions pour pouvoir sécuriser cette source de façon à pouvoir garantir la distribution de l'eau en permanence. La situation devrait revenir à la normale dans les heures qui suivent, cependant le problème reste entier. Il faudrait absolument revoir la captation. La commune, elle, se dit prête à engager des fonds afin de régler ce problème. Attention Dorothée, ça va, voilà. Eh bien, vous voyez, donc c'est le système qui a été mis en place par la mairie pour venir en soutien à la population. Ça permet aux gens comme Dorothée de s'alimenter en eau en attendant que cela se rétablisse. Bon courage, hein? À bientôt, à bientôt. Bye bye. D'accord, merci. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée sur la place de la mairie au bourg des Anses d'Arlé de 10h à 14h. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et puis, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser le reportage annoncé sur la pièce de Georges Mauvois, mais nous y reviendrons dès demain. C'est la fin de votre journal local et régional. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani et son émission En Tchèque. À tout de suite.